Notre invité de 7h50 ce matin, c'est Taha Amiar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en développement durable chez Massolia.com. Vous êtes en direct de la COP21 depuis Paris. C'est vrai que ça a été un petit peu difficile le début des négociations. On a l'impression que depuis hier après-midi, on rentre vraiment dans le vif. Vous allez nous en parler. On va faire le point avec vous sur cette COP21 à J+5 maintenant. D'abord, comment est perçu le Maroc à cette COP21 ? Alors, le Maroc a présenté une contribution le 5 juin dernier, une contribution nationale déterminée et intentionnelle qui a été jugée par les différents think tanks spécialisés comme fair, en bon anglais, ambitieuse eu égard des moyens mis en œuvre et possible à mettre en œuvre. Le Maroc fait partie, dans le cadre de la COP21, du groupe nommé G77 plus Chine, qui, comme son nom ne l'indique pas, comporte 133 pays. Dans ces 133 pays, il y a à la fois les pays comme les pays du Sahel ou les pays du Pacifique pour lesquels les résultats du 11 décembre prochain, à l'issue des négociations, représentent un enjeu de survie, littéralement à long terme, à l'horizon fin du siècle, et qui donc pousse à une ambition collective en termes de contraintes sur les limitations de la hausse. Et on parle même de rabaisser le niveau à 1,5. De l'autre, il y a des pays qui rechignent, il y a des nuances sur les contributions financières. Il y a aussi les pays pétroliers du Golfe qui jouent double jeu, avec une énorme force de frappe en termes de relations publiques sur place, de surfaces d'exposition sur les différents pavillons et les différents lieux qui sont assez gigantesques, ce qui contraste avec leur réticence et leur tentative de freiner tout résultat tangible. Et au milieu, il y a des pays volontaires par l'orientation globale de leur politique, leur ambition de servir de, de vitrine exemplaire des initiatives, comme le Maroc, qui a en plus une obligation morale d'exemplarité et d'action ultérieurement, étant donné que Marrakech accueillera à la mi-novembre 2016 la COP22. Et le Maroc qui a fait une annonce un petit peu surprise entre guillemets, c'était ce lundi lors du discours royal à cette COP21 avec un plus 10% sur la part des énergies vertes qui serait donc ramenée à 52% d'ici à l'horizon 2030 au niveau des énergies globales au Maroc. Ça a été bien, ça a bien retenti à cette COP21 cette part importante de 52% d'énergie propre. C'est un point d'autant plus en faveur du Maroc et qui fait rejaillir d'autant plus la position du Maroc qu'on le verra, on le développera éventuellement plus tard. L'un des points de friction aussi, c'est que l'un des points de doute sur les textes, la négociation sur le remplacement éventuel des allusions directes au développement des énergies renouvelables par le développement des solutions décarbonées, ce qui ouvre la porte au rôle du nucléaire dans les mix énergétiques des pays à l'horizon 2100, ce qui, il faut bien le dire, est une aberration historique. Effectivement, ça a été un geste fort du Maroc, prononcé par Son Altesse le Prince Moulay El-Chid. Il faut dire néanmoins qu'il ne serait pas surprenant à moyen terme, dans un horizon de temps de 3 à 5 ans, que cet objectif soit encore accru. Il faut rappeler que début novembre, à Freirat, lors d'un événement organisé par la Banque européenne de reconstruction et de développement, la majorité des experts qui étaient intervenus lors du panel lié aux politiques énergétiques dans le bassin méditerranéen parlaient de la possibilité de porter le mix des énergies renouvelables dans les mix énergétiques de nos pays à entre 70 et 80%. Et le Maroc est vraiment bien parti. Le Maroc a la confiance des institutions multilatérales et il a aussi la charge de l'exemplarité et l'ambition de joindre les actes aux paroles.
Alors, exemplarité, effectivement, qui va d'autant plus s'affirmer dans quelques jours, quelques semaines, avec l'inauguration de la centrale solaire de Nour à Ouarzazate. Vous nous avez dit qu'il y a une guerre en ce moment, entre guillemets, hein, une guerre à la COP 21 sur les énergies renouvelables propres et le nucléaire? En fait, ça fait partie des petits blocages qui se jouent dans les textes. Il faut dire que on était à un texte de 300 pages à Copenhague en 2009. On a démarré les négociations dimanche avec un texte à 55 pages. Là, on est descendu à 50 pages. Et dans les 50 pages, il y a environ 1400 expressions entre crochets, c'est-à-dire sujettes à interprétation entre guillemets, tranchement, décision qui couvre 250 sujets de friction et parmi lesquels ça ouvre le terrain et le champ à toutes les subtilités sémantiques, les virgules, les néanmoins, les expressions juridiques et dans ce type de texte. Et donc parmi lesquels effectivement le petit jeu entre mention claire aux énergies renouvelables et la simplification et le fait de ramener le débat à la simple élimination des émissions de gaz à effet de serre, ce qui effectivement légitime l'énergie nucléaire comme élément probable des mix énergétiques nationaux à moyen long terme. C'est une solution, selon vous, qui peut sérieusement être posée dans l'accord final? Toutes choses égales par ailleurs, non, parce que on a bien vu avec Fukushima, Tchernobyl, on le voit bien avec les petites révélations régulières des groupes Greenpeace dans les pays occidentaux, que les centrales nucléaires sont une boîte à Pandore en termes de contraintes de gestion opérationnelle au jour le jour, de réglementation sécuritaire, et ne pas emprisonner les pays pauvres dans des logiques de subordination aux besoins des industries des pays riches, comme dans le cadre des relations extrêmement déséquilibrées entre Areva et le Niger, par exemple. Pour terminer, Tamir, si on doit faire un résumé, on est pratiquement à la moitié de la COP 21. Est-ce que vous êtes optimiste sur un accord contraignant, puisqu'on le disait au début de cette interview, ça a eu du mal à démarrer, ça commence vraiment à démarrer, on rentre dans le concret. On a pris quand même 3 jours de retard, mais vous êtes optimiste sur cet accord contraignant voulu par la présidence française? Alors, monsieur Fabius a sonné un peu le tocsin en alertant sur un petit ralentissement de la cadence des négociations. C'est vrai que le fantôme de Copenhague hante les esprits en se disant qu'il faut absolument que les délégués fassent leur travail la première semaine pour que les ministres puissent avoir des textes opérationnels et tranchés pour aboutir en fin de deuxième semaine à un texte ambitieux et encourageant. Et après, le fait que le traité soit contraignant, certes, ok, mais il ne faut pas oublier que en termes de droit international et d'applicabilité des traités internationaux et de droit constitutionnel des différents pays, il reviendra ensuite au Parlement d'approuver et de promulguer les lois qui reflètent les décisions prises. Mais ça sera déjà ça de gagner par rapport à la situation actuelle et aux tergiversations qui ont marqué les négociations climatiques des conférences des parties depuis Kyoto en 1997. Merci beaucoup, Tamir. J'appelle que vous êtes expert en développement durable chez Massolia.com depuis Paris, donc où vous êtes depuis dimanche dernier pour la COP 21. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Atlantic Radio. Merci.